Vladimir Poutine, il ne comprend que le rapport de force. First of all, I think that your characterization of what is going to happen in Moscow, in the World Cup, on all venues, yes, I think the comparison with 1936 is certainly right. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. I think the Russian threat consists mainly in a state of mind that is to be found in the Kremlin, and it's a revanchist, bitter feeling about the way the Cold War ended and about what happened to the old Soviet Union. Vladimir Poutine, il a un projet. Et il le mène avec constance depuis des années. C'est de retrouver ce qu'a été autrefois l'Empire soviétique. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans notre podcast d'émission d'actualité. On espère que vous allez bien. Il est jeudi 24 février, 18h34 au Guatemala. Salvatore Irlandez, apprenti d'historien spécialisé dans l'époque post-guerre froide, et moi-même, Mathias Sanzique, apprenti de politologue et spécialiste en conflits interétatiques, nous sommes réunis pour discuter un thème très récurrent dans ces derniers temps. Nous nous sommes levés avec des nouvelles auxquelles nous nous attendions depuis des jours, mais pas pour autant moins choquantes. La Russie dirigée par Poutine a commencé une invasion militaire en Ukraine. Suite à cet événement, qui sera sûrement d'extrême importance dans les temps à venir, le compte Twitter officiel de l'Ukraine a publié l'image que vous voyez dans votre écran, où Hitler donne des tapettes bienveillantes sur la joue de Poutine, comme un père à un fils. Pour quelques-uns, ce rapprochement n'est qu'une exagération démesurée des conséquences de la crise. Mais ce n'est pas la première fois que les deux personnages sont comparés. Hillary Clinton en 2014, Boris Johnson en 2018, le parallèle n'a pas manqué d'être établi. Alors, est-il pertinent de comparer Poutine à Hitler ? En allant plus loin, Poutine est-il un Hitler du XXIe siècle ? Nous analyserons des éléments clés de ce sujet comme l'arrivée au pouvoir, le régime et le conflit actuel de ces deux personnages. Bienvenue Salvatore dans ce podcast. Bonsoir Mathias, bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité, je suis très content d'être ici au plateau. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Commençons d'abord par l'arrivée au pouvoir de ces deux personnages. Est-ce que leur montée au rang premier de la direction d'un pays, est-ce que ce processus a été comparable ? Alors oui, en effet Mathias, il est très pertinent de commencer par les origines et le surgissement de ces deux hommes politiques, parce qu'en effet le rapprochement de Poutine et d'Hitler commence dès leur plus jeune âge. Nous ne parlons pas bien évidemment de leurs jeunes âges à l'école, mais nous parlons plutôt des âges de surgissement, puisque tous les deux apparaissent dans la scène politique après un besoin de reconstruction de leur pays, puisque tous les deux surgissent d'un pays très affaibli après une grande crise. Alors pour Hitler, c'est le fait d'être vaincu dans la Première Guerre mondiale. On parle d'une Allemagne ravagée, dans une crise après le fameux diktat de Versailles, comme l'appelaient les Allemands. Bien évidemment, dans une crise économique, puisqu'ils avaient à payer des montants exorbitants pour le reste de l'Europe. Et c'est un pays réellement affaibli, tout comme le territoire dans lequel Poutine a formé sa carrière politique, puisque en 1991, il vivait la chute de l'URSS, vous savez, le grand empire de l'URSS, après une crise économique assez importante. Tous les deux ont donc réussi, avec leur participation dans la politique, à redonner une certaine gloire à leur pays. Après ces crises sociales, après réellement des problèmes économiques dans leur pays, et tous les deux apparaissent comme de nouveaux héros qui réussissent à sauver leur patrie après une grande période de faiblesse. Chacun avec leur méthode quand même. Oui, bien sûr. C'est pour ça il est important de préciser que dans ce podcast, nous ne tenterons pas de comparer Poutine à Hitler d'un point de vue semblable, puisque bien évidemment les deux personnages sont très différents, et il est très dangereux de comparer Hitler à Poutine. Bien évidemment, ça serait une erreur. Ce sont deux personnages complètement différents. Mais il est vrai qu'il y a certains points semblables, tout comme ses origines et surgissements.
C'est pour ça, moi, Mathias, je veux partager avec toi et avec tout le monde une petite intervention que j'ai connue il y a quelques jours du spécialiste de relations internationales Bertrand Badi, français, qui, dans une rencontre avec France 2, il parlait de l'humiliation qu'avait subi Poutine, parce que si vous ne le savez pas, Poutine, dans ses jeunes âges, il était un agent de la KGB, vous savez, cette agence d'agents secrets de l'URSS qui partait à l'étranger pour mettre main dans des affaires étrangères. Bien sûr, bien sûr. Poutine, il était un agent de la KGB et lui, il intervenait en Allemagne, vous savez, dans cette région de l'Est de l'Allemagne qui était contrôlée par l'URSS après la division de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, après la chute de l'URSS, Poutine se voit obligé à revenir en Russie, humilié, sortir du pays allemand. Et cela est un peu semblable à ce que Hitler a vécu dans la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu te rappelles, Mathias, Hitler est un ancien soldat de la Première Guerre mondiale. Oui. Qui est sorti humilié lui aussi de cette première guerre, de ce combat. Et tous les deux ont une envie de réimposer leur puissance, puisqu'ils ont été humiliés devant le reste du monde. Et c'est pour ça que Bertrand Badi parle de cette humiliation qui pousse Poutine à agir, ce qui selon lui, Poutine cherche à montrer son rapport de force. Ce rapport de force, c'est le même terme qu'a utilisé François Hollande lorsqu'on lui a demandé à sujet du personnage de Poutine, puisque Poutine, de nos jours, on dirait qu'il a cette intention de montrer que l'Occident est tétanisé dans cette affaire de l'Ukraine et que lui, il peut ressortir de son humiliation après la KGB. C'est peut-être une affaire personnelle, tout comme Hitler l'a vécu après la Première Guerre mondiale. Alors, si j'ai bien compris, il y a peut-être une similitude à regarder dans ce thème entre 1918 et 1989, peut-être, dans la chute du mur de Berlin ou dans la chute de l'URSS, par l'humiliation qu'ont pu subir ces personnages. Oui, en effet, c'est exactement ça. Poutine et Hitler, tous les deux, ont subi une humiliation avant leur début de carrière politique. Et c'est comme ça qu'ils sont rentrés avec des objectifs et une envie de se remettre sur ces erreurs pour créer leur régime. Alors, ces régimes, certes, différents, mais semblables dans quelques aspects. Ces régimes d'ailleurs, on est bien d'accord, le régime nazi du Troisième Reich peut sans doute être qualifié de totalitaire. N'est-ce pas ? Oui, en effet. Les critiques aux comparaisons et similitudes viennent surtout d'un côté radical de gens qui disent que le régime de Poutine n'est surtout pas totalitaire et n'est pas comparable ou semblable dans ce sujet. Qu'en pensez-vous, Salvatore ? Oui, moi je pense comme vous, Mathias. Il serait maladroit de comparer le Troisième Reich au régime de Poutine, parce que bien évidemment ce ne sont pas des régimes totalement et absolument semblables. L'un est un régime totalitaire, l'autre est d'une certaine façon démocratique, on va dire ça, même si on n'est pas encore sûr de tout ce qui se passe dans la démocratie russe. Bien sûr. Mais c'est possible de trouver certaines ressemblances entre le Troisième Reich et le régime de Poutine. Attention, je précise à nouveau, nous ne parlons pas d'une comparaison absolue, parce que les deux États sont différents, et il serait très dangereux et à nouveau maladroit de mettre côté à côté ces deux régimes. Mais parlons d'abord du régime d'Hitler. C'est un régime totalitaire. D'ailleurs, pour Boris Johnson, Poutine est un dictateur. Il a lui-même dit. Ah oui. Mais il faut le préciser, être un dictateur, ce n'est pas être à la tête d'un régime totalitaire. Être vénéré comme un chef. Exactement. Il y a certaines différences entre un régime totalitaire et un régime dictatorial, même si nous ne pouvons pas encore qualifier Poutine de dictateur. Certains le font, nous ne le ferons pas parce que ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais alors je vais raconter, Mathias, que pour parler d'un régime totalitaire, nous devons partir de 5 points essentiels. Ok. Tout d'abord, nous pouvons dire que
que pour être un État totalitaire, il est nécessaire d'avoir un parti unique de masse. Comme à l'époque d'Hitler, avec le parti nazi, c'était le seul parti existant en Allemagne. Le PNSAP, n'est-ce pas? Exactement, le parti socialiste, même si ce terme est trompeur. Cependant, du côté de Poutine, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs partis en Russie. Il y a la Russie unie, le parti de Poutine, mais pas seulement. Il y a aussi le parti communiste, la Russie juste, le parti libéral-démocrate, parmi beaucoup d'autres. Donc, il y a tout une grande diversité de partis politiques en Russie, chose qu'il n'y avait pas dans le Troisième Reich. Ce premier critère n'est donc pas rempli. En effet, sur ce premier critère, la Russie ne peut pas être appelée un régime totalitaire, et donc il y a certainement des différences. Deuxièmement, nous parlons d'un régime totalitaire lorsqu'il y a une soumission de l'individu, par l'embrigadement des jeunes ou l'encadrement des sociétés. L'embrigadement des jeunes, je m'y intéresse principalement parce que vous saviez les jeunesses hitlériennes, puisque Hitler voulait mettre la main sur les jeunes allemands qui allaient plus tard participer dans ses milices et qui le soutenaient constamment, les jeunesses hitlériennes bien connues bien sûr. Et en Russie par contre ici il y a bien un élément ressemblable à celui du régime d'Hitler, et c'est le mouvement nazi. Attention, ne confondez pas, c'est pas un mouvement nazi, c'est le mouvement nazi, qui en russe signifie les nôtres. C'est un mouvement politique de jeunes. Très ironique, je dirais. Oui, en effet, très ironique, mais ne nous basons pas seulement sur les mots et les constructions grammaticales de ces mouvements. NACHI, n'est-ce pas? NACHI, oui, en effet. Donc, ce mouvement de jeunes russes est fondé en 2005 et elle se base surtout sur le nationalisme et sur le soutien à Poutine. Cela est très important, le soutien à Poutine. Ce sont les jeunesses qui se mettent du côté du président, puisqu'il a ce mouvement du nazi surgit après les révolutions oranges. Les révolutions oranges, vous les connaissez, ce sont les révolutions de l'Euromaïdan, pas seulement, par exemple l'Euromaïdan en Ukraine ou en Géorgie en 2004, ce sont les révolutions et ces mouvements qui ont tenté de reverser les présidences en Ukraine et en Géorgie, puisqu'elles étaient beaucoup trop pro-russes. Et donc ces mouvements nazis surgissent à partir de ces révolutions oranges pour leur faire face, tout comme le mouvement Younarnia. Younarnia est compliqué de prononcer, mais qui signifie la jeune armée, et c'est une initiative de la défense russe en 2016 qui constitue un mouvement militaro-patriotique recrutant les jeunes à partir de 8 ans. Vous pouvez le croire, Mathias? De 8 ans? 8 ans, de très jeunes, ils sont engagés dans les affaires politiques. Il y a certes donc une sorte d'embrigadement dans le régime de Poutine. En effet, l'embrigadement de Poutine est semblable à celui des jeunesses hitlériennes, un autre point sur lequel on peut s'appuyer pour cette comparaison. Quel serait le troisième point alors? Le troisième point, nous parlons de l'économie dirigée sur l'idéologie de ces personnages. Comme Hitler avait une idéologie plutôt belliciste et qui cherchait à faire la guerre, puisque son idéologie aboutissait très, très souvent dans des conflits armés. Hitler avait investi énormément d'argent, énormément de produits intérieurs bruts de son pays dans la militarisation de l'Allemagne. C'est aussi le cas pour la Russie de Poutine, puisque nous trouvons tout d'abord le programme gouvernemental d'armement entre les années 2018 et 2027, qui a été signé pour réarmer l'armée de Poutine, pour la moderniser et la multiplier en nombre. Ce programme a été doté de 336 milliards de francs et qui ont été utilisés pour construire de nouveaux armements, dans des armes de haute précision et de mobilité pour les forces spéciales russes. C'est donc le Global Firepower, ce site web spécialisé dans l'armement, observe et qui quantifie la puissance militaire des différents pays,
puisque la Russie est la deuxième dans le rang mondial des puissances militaires. Derrière qui, bien évidemment? Les États-Unis. Les États-Unis, en effet. C'est pour ça que cette Russie ressemble aussi sur le plan militaire à celle d'Hitler, puisque toutes les deux se sont armées très rapidement et fortement avec ces deux hommes politiques à leur tête. Et si vous me permettez, je vais passer au quatrième point, celui de monopole de l'information. Quand on parle de monopole de l'information, nous parlons d'un État qui essaye de contrôler toutes les informations qui circulent dans la société pour un peu contrôler ce que les sociétés pensent. Bien évidemment pour insérer des bonnes idées à propos des régimes de Poutine ou d'Hitler. Alors avec Hitler, il est clair que toute personne ayant des mauvais commentaires sur Hitler prenait un risque. Bien sûr. Tout comme le font beaucoup de journalistes en Russie. Je ne sais pas si tu le connais, Mathias, mais il y a des fameux cas comme celui de Anna Politkovskaya. Ah oui. C'est une journaliste russe qui est morte il y a quelques années. Et c'est à la date la 21e journaliste assassinée en Russie depuis l'élection de Vladimir Poutine dans l'an 2000. Quand même. Et oui, parmi beaucoup d'autres, bien sûr. Il y a aussi Pavel Charmé, Nathalie Estemirova, Stanislas Markelov, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr. Et il y a énormément de journalistes qui sont morts dans des situations très douteuses. Alors, certes, le gouvernement de Poutine n'a jamais été attribué à ces meurtres, et il ne le reconnaîtra jamais, c'est sûr. Mais il est vrai qu'il y a certains indices d'un côté et de l'autre qui nous permettent de dire que ces circonstances sont assez douteuses sur la responsabilité de la Russie dans ces meurtres. Peut-être cependant que ce nombre, même s'il est important, je ne dis pas qu'il est négligeable, serait inférieur et considérablement inférieur à ceux de par exemple de l'URSS. Oui, bien sûr. Tout le monde connaît l'époque de Staline, où de nombreux opposants au régime de Staline étaient assassinés. Je ne vais pas dire toutes les années, je ne vais pas dire tous les mois, je vais dire presque toutes les semaines et tous les jours. Énormément de personnes mouraient pour ces politiques de monopole de l'information. Puisqu'en plus, comme le faisait le régime d'Hitler, l'État contrôlait les moyens de communication, comme les journaux, comme la radio, etc. Et donc les communications, et les informations passaient d'abord par un filtre pour voir si ces informations étaient positives pour Hitler ou pas. Et donc après, elles pouvaient être partagées. Mais si ces informations ne soutenaient pas le régime de Hitler, bien sûr, elles ne seraient pas diffusées. Ce n'est quand même pas tellement le cas pour la Russie. Je vais vous dire, ce n'est pas réellement le cas pour la Russie, mais il faut préciser qu'il y a certains cas de médias qui sont contrôlés par le Kremlin et qui abreuvent les Russes de fausses informations et de théories de complot. Pour orienter la population et la rendre un peu plus passive, on va dire. C'est le cas par exemple récemment avec le conflit en Ukraine. Je ne suis pas informé à 100%, j'espère que tu pourras m'éclaircir au sujet. Mais je sais qu'il y a des vidéos qui circulent dernièrement, comme quoi ce sont les Ukrainiens qui ont commencé les hostilités, par des lancements de missiles envoyés dans les régions indépendantistes. Par exemple, sur leur principale chaîne de télévision, les Russes voient dernièrement des images d'un bombardement sur une école qui aurait été commis par des nationalistes ukrainiens et des journalistes qui vont sur place pour interroger les civils de ces régions du Donbass, donc le Donetsk et le Lugansk, sur la responsabilité des Ukrainiens dans cette guerre. Ce n'est pas des accusations de la Russie en accusant l'Ukraine comme la seule responsable, mais c'est une création d'un certain climat, on va dire, un climat qui se gestionne depuis quelques semaines déjà, dans lequel la Russie veut faire apparaître l'Ukraine comme les ennemis qui sont en train de mener des hostilités contre le peuple russe du Donbass, et donc la Russie justifie ainsi leur possible intervention. Ça me rappelle fortement la manipulation des mots qu'utilise Poutine. On le verra dans le conflit ukrainien. Oui, en effet. C'est par là, je veux montrer que le Kremlin dirigé par Poutine
dirige beaucoup, une grande partie des informations pour essayer de montrer des informations plus que d'autres. Comme le faisait Hitler, comme le faisaient presque tous les régimes totalitaires connus dans les années 40, 30, etc. Je suis curieux, quel est le cinquième point? Le cinquième point, et c'est peut-être le plus connu, c'est un État imposant la terreur, ce régime de terreur, comme celui de Staline à son époque, puisque personne n'osait s'opposer à Staline parce que s'il le faisait, il courait un grand danger de mort. Pour Hitler, c'était pareil. Il imposait la terreur à tous ses concitoyens. Il est difficile de dire que la Russie impose un état de terreur, mais à nouveau, il y a certains indices qui montrent ce genre de répression. de traces de répression, bien évidemment, ouais. Il y a par exemple, quelques semaines, il y a eu des manifestations en Russie pour s'opposer à la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si tu les as vues. Oui, oui. De nombreux citoyens russes qui sont sortis dans les rues pour s'opposer à cette guerre. Et il y a eu énormément d'incarcérations et de personnes qui sont parties en prison. Bien évidemment, ils ne sont pas partis des mois en prison, ils ont juste été pris en quelques heures dans les commissariats. Détenus. Oui, détenus, ils ont été détenus, en effet. Je vous parle aussi des morts douteuses de ces journalistes. En effet, cela fait peur. Si vous êtes un journaliste en Russie et que vous voyez qu'il y en a 21 qui sont déjà morts, cela ne vous encourage pas réellement à vous opposer au régime de Poutine. Ça, c'est un peu cette notion de terreur. En plus, dans cette notion de terreur, je veux faire appel à les ennemis politiques de Poutine, qui ont subi de nombreuses attaques très douteuses. Et bien évidemment, à nouveau, la Russie n'est pas officiellement reconnue comme la responsable de ces attaques. Mais je suis sûr que tout le monde ici connaît Alexei Navalny, qui est le plus grand opposant de Poutine et qui a déjà été cible d'attaques neurotoxiques en Russie à deux reprises, l'une en août 2020 et il a été empoisonné, quoi. En effet, il a été empoisonné et il a été hospitalisé en état grave durant plusieurs semaines. Il a failli mourir. C'est l'opposant numéro 1 au pouvoir de Vladimir Poutine et il a été arrêté en mars 2017. Ce n'est pas la seule fois qu'il a été arrêté. Et parce que cet homme s'opposait fermement aux politiques de Poutine. Attention, ce n'est pas le seul. Nous avons aussi Mikhail Khodorkovitch qui a été emprisonné pendant 10 ans. Vous pouvez le croire, en 2003. Aussi un opposant de Poutine, tout comme Sergei Ouldatsov. Ils sont compliqués, les noms. Ils sont compliqués, oui, en effet, ils sont compliqués. Lui aussi, il a été incarcéré de nombreuses fois depuis 2011 et il a été forcé à être exilé, tout comme Boris Nemtsov et une longue liste de députés et hommes politiques russes, la plupart d'entre eux défenseurs des droits de l'homme, ce qui ne plaît pas à Poutine, et donc mystérieusement ces hommes ont subi des circonstances très douteuses de mort, même dans certains cas d'incarcération, d'exil, etc. Tout comme les ennemis d'Hitler politique souffraient à l'époque dans les années 30. Alors, je me permets la question. Considérez-vous, Salvatore, un État totalitaire ou un régime totalitaire, celui de Poutine? Alors non, il est pas correct de nommer l'État de Poutine comme un État totalitaire. Selon la définition, nous avons vu que l'État de Poutine ne suit pas tous les points d'un État totalitaire. Et donc, bien sûr, le Troisième Reich et le régime de Poutine ont des différences. L'un est un régime totalitaire, l'autre est un régime démocratique, on va dire comme ça. Il est vrai que Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, 22, et que cela rappelle très discrètement à l'époque de Staline, puisque c'est l'homme qui a été au pouvoir de la Russie le plus longtemps depuis l'époque de Staline. Bien évidemment, le régime de Poutine n'est pas complètement inaccusable. Il a certains points qui sont suspects d'être dangereux pour la démocratie.
mais il n'est pas un État totalitaire. Attention à ne pas commettre cette erreur de le nommer un État totalitaire comme celui d'Hitler. Ok. Passons un peu aux idéologies de ces deux personnages. L'antisémitisme est une croyance ou une valeur très connue du Troisième Reich, et spécifiquement d'Hitler, qui n'est pas nécessairement, je le suppose, le cas pour Poutine. Est-ce radical de comparer les deux idéologies? Vous l'avez deviné, Mathias, Poutine, ce n'est pas un nazi. Ok. Il ne l'est pas. Il est connu par tous que Hitler était un homme qui a commis des atrocités énormes contre des peuples entiers, des génocides, qui avait des idéologies très marquées. Attention, je vais vous rappeler que, à nouveau, nous n'essaierons pas de comparer le nazisme au régime de Poutine. Nous essayerons de mettre en lumière certaines similitudes, certaines ressemblances. Mais ce ne sont pas du tout les mêmes idéologies. Hitler était un antisémite, et Poutine ne l'est pas. Poutine ne s'en est pris à aucune population comme telle, on va dire. Cependant, Poutine est bien souvent contre le reste de l'Europe et le reste des Occidentaux, tout comme Hitler l'avait fait dans les années 30. Tous les deux ont cette haine ou mépris pour les régimes démocratiques, et comme les régimes occidentaux de la France, du Royaume-Uni et de l'Amérique, des États-Unis, bien sûr, les plus grands ennemis de Poutine. Poutine n'est pas du tout un ami de n'importe quel président américain, et on peut d'ailleurs dire que c'est un anti-américaniste. Bien sûr. Tout comme Hitler détestait lui, il était occidental, bien sûr, occidental, mais il n'était pas complètement adhéré à toutes les philosophies, idéologies de l'Amérique, du Royaume-Uni, de la France, etc., et de tous ces régimes démocratiques. Là aussi, à nouveau, Poutine et Hitler se ressemblent parce qu'ils ont des ennemis en commun. C'est aussi le cas pour ces alliances idéologiques, parce que Hitler, rappelons, il a été allié à l'Italie, au Japon, les deux régimes totalitaires et fascistes de l'époque, parce qu'il s'est allié avec eux du fait de son idéologie. Je reprécise, Poutine n'est pas un fasciste, mais il suit des alliances idéologiques, tout comme Hitler l'avait fait à son époque, puisque lui, il cherche des alliés, anti-américanistes, comme lui, comme son alliance et son rapprochement avec les États du Venezuela, du Nicaragua, du Cuba, qui sont tous anti-américanistes, et qui, d'ailleurs, ces États ont précisé et ont montré leur appui, on va dire, concordance avec tout ce que dit Poutine. Pourquoi? Parce qu'ils sont amis, ils ont les mêmes idées, ils ont les mêmes ennemis, ils suivent les mêmes idéologies. Alors, il faut dire, quel est l'autre grand appui pour Poutine? Peut-être pas les mêmes idéologies économiques. Non, bien sûr, il y a des pays, nous parlons de pays communistes. Poutine n'est pas communiste, mais ils sont tous anti-américanistes. Ok. J'allais vous dire, l'autre pays communiste le plus connu de tous et le plus fort, le plus puissant, c'est la Chine. Et bien évidemment, la Chine déteste les Américains. Et c'est le cas de Poutine aussi. Et donc, ces deux pays se sont toujours montrés très proches l'un à l'autre. Pour le cas de l'Ukraine actuellement, la Chine, par exemple, n'a pas posé un droit de veto en contre de la Russie dans le Conseil de sécurité. Ils se sont toujours montrés en faveur du régime de Poutine et de ses actions, et n'ont jamais tenté de s'opposer. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont de son côté. Juste, ils préfèrent de ne pas intervenir. Donc, dans ces idéologies et ces alliances idéologiques, Poutine et Hitler sont aussi semblables. Et rappelons finalement qu'Hitler et comme Vladimir Poutine sont deux personnes peu inclusives. Je veux vous rappeler une citation de Vladimir Poutine. Tant que je serai président, il n'y aura pas de mariage homosexuel. Parce que oui, en effet, Poutine est anti-homosexuel, tout comme le faisait Hitler. Tous les deux, ce sont deux hommes peu progressistes,
peu inclusifs et très répressifs dans leurs idéologies. Et donc, à nouveau, cela sert de point d'appui pour approcher et comparer ces deux personnages. Attention, Poutine n'aime pas les homosexuels, mais cela ne veut pas dire qu'il les enverra dans un camp de concentration. À nouveau, Poutine et Hitler, ce sont deux personnages différents qui se ressemblent dans très peu de choses. L'un est un génocidaire, l'autre est un génocide qui commet énormément de meurtres, qui a des idées très 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 marquées du fascisme. L'autre a certaines ressemblances, mais n'a pas la même idéologie et les mêmes façons d'agir. Ok. Et si ces façons d'agir peuvent être bien différentes pour des cas comme les camps de concentration, vous l'avez bien dit, quelles sont les similitudes dans les façons d'agir qui font certains politiciens se poser la question, est-ce que ces personnages sont semblables? Oui, à nouveau, nous trouvons des similitudes dans leur façon d'agir. Je rappelle à nouveau deux personnages différents. L'un tue des millions de personnes dans des camps de concentration. L'un veut la mort de civils, l'autre ne le veut pas explicitement. Mais il est vrai qu'ils se ressemblent dans certains aspects. Par exemple, je ne sais pas si tu as entendu des paroles qu'a eu Boris Johnson en 2018 s'en prenant à Poutine, puisqu'il comparait le mondial de 2018 en Russie, qui a eu lieu en Russie, aux Jeux Olympiques de 1936 sous le régime d'Hitler. Pourquoi ça? C'est parce que tous les deux se servent du sport comme un moyen de soft power. Okay. Pour améliorer son image, pour se montrer amical au reste du monde. Et vous le comprenez bien, utiliser la Coupe du Monde de 2018 en Russie comme un outil de propagande, comme celle que Hitler a utilisée en 1938 avec les Jeux Olympiques de Berlin. C'est Boris Johnson qui dit oui, je pense que la comparaison avec 1936 est juste. Franchement, c'est à vomir de penser que Poutine est en train de se glorifier lors de cet événement sportif. Ce sont des fortes paroles. Quelques-uns les partageront, d'autres non. Mais je voulais utiliser cette phrase et cette opinion de Boris Johnson pour montrer cette ressemblance. Parce que Poutine, il essaye de concentrer et centraliser des événements sportifs. Nous avons vu le mondial en 2018 de football, la finale de la Champions League cette année à Saint-Pétersbourg, ou le GP de Formule 1 à Sochi. Il essaye de rassembler beaucoup d'événements sportifs autour de son pays pour paraître un pays beaucoup plus amical et avoir une bonne image en face du monde. Quoi encore, nous savons tous que Poutine est dans la recherche de nouvelles armes, d'armes réellement puissantes de destruction massive. Tout comme Hitler à son époque, il était obsédé dans la recherche et développement de nouvelles armes qui pourraient lui permettre de poser un avantage sur le reste d'ennemis. Donc Hitler est investi dans la recherche et développement de nouvelles armes balistiques, dans de nouvelles technologies militaires, comme pour les missiles V2, les prédécesseurs des missiles à longue portée. C'était des missiles V2 qui ont été mis en place en Allemagne pour pouvoir toucher le Royaume-Uni dès Berlin, sans avoir à mobiliser des chars, etc. On peut lancer un missile d'un pays à l'autre, ce qui est extrêmement puissant à l'époque. Sur ce plan, Poutine a aussi cette envie d'avoir de nouvelles armes, de nouvelles technologies, d'armes nucléaires, comme le projet Poséidon. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Le projet et le programme Poséidon, c'est, selon des experts, conçu pour contenir une ogive de plusieurs mégatonnes. Ce sont des termes, bien sûr, que je n'espère pas que vous comprenez. Mais dans son principe, c'est de rendre invivables les littoraux entiers pendant des décennies des pays touchés. Ce sont des armes à destruction extrêmement énormes. Nous parlons aussi du missile hypersonique avant-garde, très connu d'ailleurs, que Poutine a développé. C'est un planeur capable d'atteindre une vitesse de 30 000 km par heure, énorme, et de toucher une cible à 6 000 km. Il est comparé à la bombe atomique d'Hiroshima, puisque ce missile hypersonique avant-garde est équivalent à 130 fois
celle de la bombe d'Hiroshima, vous pouvez le croire. Des armes complètement impressionnantes et difficilement comparables. Tous les deux, Hitler comme Poutine, sont obsédés dans la recherche de nouvelles armes, de nouveaux armements et de choses qui puissent leur donner un avantage dans la guerre. Et finalement, je voudrais rapprocher Poutine à Hitler dans leur façon de coopérer internationalement. Nous savons tous que Poutine est un homme qui coopère difficilement avec le reste du pays. C'est un homme difficile d'atteindre et de convaincre. C'est un homme qui est difficile de dialoguer. François Hollande l'a dit dans son interview avec France 2 que dialoguer pour rien n'est pas intéressant pour le reste des pays, comme pour la rencontre avec Macron qu'il a eu il y a quelques jours avec Poutine. Mais nous le savons tous, convaincre Poutine, c'est une mission beaucoup trop compliquée. Comme il l'était de convaincre Hitler, qui était un personnage extrêmement ferme, qui n'était pas plaisant à l'idée de devoir coopérer, comme pour sa sortie de la SDN, vous le savez tous, cette Société des Nations Unies. Lui, il est sorti puisqu'il priorisait la souveraineté nationale par-dessus la coopération internationale. Comme Poutine, qui préfère agir lui de son côté et préfère être lui souverain de ses décisions plutôt que de coopérer. Il est toujours difficile de coopérer avec ces deux personnages puisqu'ils sont difficilement assujetables dans des organisations ou des coopérations. C'est le cas par exemple dans les Nations Unies, dans le cas de la Russie, puisqu'il est très souvent vu que la Russie pose son droit de veto, qu'elle a gagné après la Deuxième Guerre mondiale comme vainqueur de la guerre. Elle pose souvent ce droit de veto pour imposer sa souveraineté nationale, et il est très difficile de parler et communiquer avec l'État russe. Ce sont des personnages de caractère fort. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce sont deux personnages avec une tête très imposante et très connue, mais qui sont au même temps très peu amicaux avec ses interviews avec d'autres pays. Et donc deux personnages qui sont assez forts et qui tiennent la tenace très souvent contre n'importe qui veuille parler avec eux. Alors, oui, ce sont des façons d'agir semblables, mais elles sont certainement pas pareilles. Parce que Hitler, c'est un génocidaire, il faut le rappeler. Poutine ne l'est pas à présent. Poutine a toujours dit de vouloir ne pas toucher les civils dans son intervention en Ukraine, même si je ne suis pas sûr de ce que je dis, Mathias, tu pourras me le préciser, mais je crois qu'il y a des civils qui ont été touchés, il y en a quelques-uns qui ont été morts, plusieurs blessés actuellement dans ce conflit ukrainien. Une centaine, oui. Et tout comme Hitler à son époque, qui avait mené un déséquilibre européen, est-ce qu'on peut parler du régime de Poutine au cœur d'un même déséquilibre européen actuellement, Mathias ? Tout à fait, Salvatore, et c'est bien ce qui inquiète les gens dans ce moment, en revenant au conflit actuel. Ce déséquilibre européen, c'est bien un thème récurrent dans les réseaux sociaux et qui inquiète une grande majorité de la population. Je vois tous les jours des publications de jeunes qui disent je ne veux pas former partie de la Troisième Guerre mondiale. Il y a véritablement une préoccupation pour que ce déséquilibre européen causé par ce conflit revienne au passé et à l'histoire d'Hitler. Oui, en effet, c'est pour ça que aujourd'hui nous avons vu cette image très connue et qui s'est partagée énormément de fois en Twitter, puisque cette image compare directement Hitler à Poutine. Mais je voulais te demander à ce sujet, Mathias, pourquoi est-ce que l'Ukraine considère réellement Poutine cette sorte de disciple d'Hitler ? Quels sont réellement ses arguments ? En effet, c'est une très bonne question. Je pense que quelque chose qui nous fait penser et faire la similitude en ce moment est les arguments qu'utilise Poutine pour envahir militairement l'Ukraine.
je ne sais pas si c'est le cas de notre audience, de nos spectateurs, mais nous avions pensé, bien sûr, Salvatore, avant la publication de cette image, qu'il y avait une similitude très importante. Et Oui, en effet. je crois que cette similitude nous est venue de quelques arguments qui nous font penser à Hitler. Je vais préciser. Tout d'abord, il y a les arguments de la langue. Hitler, dans ses discours, dans ses textes, en particulier dans un discours d'il y a 3 jours, le lundi soir, il parle de la culture et de la langue des Russes et des Ukrainiens. Pour la langue spécifiquement, je vais vous ramener au 2014, il y a maintenant 8 ans, l'événement principal qui a choqué l'Europe, l'annexion de la Crimée. Ça faisait longtemps qu'un État n'annexait pas une partie d'un autre État. C'est une violation complète aux droits internationaux et aux limitations, aux accords internationaux. Et cette annexion qui nous rappelle peut-être à l'Anschluss, et elle nous rappelle à l'Anschluss, je précise l'Anschluss, c'est l'annexion de l'Autriche en 1938, je pense. La Crimée est la province de l'Ukraine avec le plus de personnes qui s'identifient comme des Russes et un taux de population qui parle le russe très élevé. C'est un des arguments qui font à Poutine dire le peuple ukrainien et le peuple russe sont un seul. Vous l'avez bien écouté, Poutine parle souvent de l'Ukraine et de la Russie comme deux nations, deux peuples qui sont un même. En 2021, il a publié un texte dont le titre est Sur l'unité des Russes et des Ukrainiens, où il fait quelques références historiques à l'URSS et aux derniers 200 ans, où plus ou moins il parle de l'Ukraine comme un peuple légitimement russe. En effet, l'Ukraine a été un membre essentiel pour l'URSS dans la guerre froide, mais l'Ukraine a une longue histoire avant l'arrivée du tsar et avant de faire partie de la Russie, à peu près à la fin du 19e siècle. Il y avait une grande quantité de peuples, mais ce n'est que dans des temps récents, les derniers 2 siècles, relativement récents, je vais dire, pour l'histoire de l'Ukraine, que le tsar a décidé d'évacuer les autres peuples pour qu'il ne reste que des Russes. Et c'est cela que fait dire à Poutine, d'une façon très amicale et très, très calme, que les peuples russes et ukrainiens sont un seul, et que historiquement, culturellement aussi, ils devraient être ensemble. Et oui, c'est ce que j'allais te dire. Ça me rappelle un peu à cette notion d'espace vital d'Hitler, sur lequel lui il a un sentiment d'appartenance et de souveraineté sur un territoire étranger qui ne lui appartient pas, mais qu'il veut quand même vaincre. Mais Mathias, je voulais te demander à ce sujet, parce que c'est une nuance que je peux imaginer. Ça fait longtemps qu'on ne connaît pas d'État expansionniste. Est-ce qu'on peut parler de l'État de Poutine expansionniste comme celui d'Hitler? Vous venez de dire 2 points que je crois très pertinents et très convenables pour l'occasion. Je partirai d'abord du fait de l'espace vital, Lebensraum en allemand. Très important d'avoir dit ça parce que c'est une grande nuance. Hitler voulait un espace vital entre guillemets bien sûr, pour satisfaire les besoins d'un pays qui allait être séparé du monde
dans un système d'autarcie, un espace vital où il pourrait faire de l'agriculture pour maintenir la population vraiment allemande. Ce n'est pas vraiment le cas pour Poutine, je dois préciser. Si ces arguments de culture et de langue nous rappellent au désir d'Hitler d'avoir un empire germanophone et à considérer les Autrichiens comme des frères des Allemands, des frères très proches, il n'y a pas une volonté d'avoir un territoire pour nourrir, par exemple, ou satisfaire les besoins de la Russie, comme c'était le cas, par exemple, pour l'URSS, qui utilisait les ressources de l'Ukraine et les productions agricoles pour les revenir dans le territoire russe. J'ai oublié aussi de dire que Poutine, dans le même discours, il est rare que Poutine fasse des discours. Normalement, il ne se présente pas si souvent dans la télévision nationale. Et dans ce discours, qui a eu lieu le lundi, il a aussi rendu peu légitime le fait que l'Ukraine ait son indépendance. Et ceci par un peu une manipulation de l'histoire en disant que c'était un cadeau que Khrouchtchev avait fait de façon très arbitraire. Ce n'est pas vraiment le cas. Khrouchtchev n'était même pas le chef décisionnel total de l'URSS à cette époque. C'était seulement le secrétaire, c'était le secrétaire du Parti communiste, mais il y avait quelqu'un au pouvoir exécutif, il y avait quelqu'un comme président des soviets. Il n'a pas décidé unilatéralement de faire cadeau aux Ukrainiens le territoire ukrainien. Il est bien évident. Une autre manipulation de l'histoire qu'a fait Poutine, et des mots surtout, des mots, on en parlait avant avec Salvatore quand on parlait de la manipulation de l'information des États totalitaires. Il a qualifié très brusquement, je vais dire, le gouvernement ukrainien d'une bande d'accrochés aux drogues et de néo-nazis. De néo-nazis, je permets de marquer l'ironie. Je me permets de marquer l'ironie. Le président de l'Ukraine actuel a des descendances juives. Ah oui, je ne savais pas ça. Oui. Et Poutine dit avec toute la confiance du monde que le gouvernement est accroché aux drogues et néo-nazi. Ok, ça c'est assez grossier, il faut le dire. Hein. Oui. Assez grossier. Il fait référence à la remontée de quelques groupes néo-nazis il y a quelques années qui ont été bien sûr interdits par le président et la direction en Ukraine. Ok. Cette manipulation de l'histoire me rappelle énormément à ces mots d'Hitler dans lesquels il parlait du diktat de Versailles et du poignard dans le dos des Juifs. Cette manipulation dans l'histoire est très semblable à celle de Poutine. Oui, en effet. Et c'est sur cela que repose la comparaison des arguments de Poutine et d'Hitler. Une autre partie des arguments est la défense nationale. La défense nationale, il y a la manipulation de l'histoire et le fait de la langue, de la culture, mais il y a aussi le fait que Poutine dit qu'il envahit l'Ukraine comme une méthode de défense nationale, de défense de la sécurité de la Russie qui se verrait menacée par l'expansion de l'OTAN dans les années récentes. Il est bien su que l'Ukraine en 2017, je pense, Oui, j'ai écouté pareil, ouais. a fait sa candidature pour pouvoir être accepté dans l'OTAN. L'OTAN, une institution qui s'est créée comme
une institution en contre de la Russie, de l'URSS, il faut préciser, et une autre manipulation des mots est le fait que Poutine disait que en Ukraine, il y avait un génocide de la population russe. Il a dit explicitement que 4 millions de Russes ont été maltraités et ont souffert un génocide depuis 8 ans. Et la comparaison est très présente ici. À ce que disait Hitler, Hitler parlait de l'oppression de 3 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie, dans la région des Sudètes, ce qui lui a fait envahir la Tchécoslovaquie. Un des arguments, bien sûr. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Mathias, parce que on sait bien ici tout le monde que les politiciens ne montrent pas tout le temps toute la vérité. Certes, ils utilisent des mots vagues et des expressions floues, mais est-ce que, mis à part les arguments publics de Poutine qu'il exprime dans ce discours de quelques jours, est-ce que ces objectifs de Poutine sont-ils réellement semblables à ceux d'Hitler avant la Deuxième Guerre mondiale ? Alors c'est une très bonne question. Surtout par le fait que vous avez bien fait la différence entre les arguments et les objectifs. Les arguments peuvent être trompeurs, comme vous l'avez dit. Et je reviens sur la notion d'expansionniste dont vous avez parlé il y a quelques secondes. Est-ce que Poutine est expansionniste ? Hitler l'était bien. La preuve, la Deuxième Guerre mondiale, je le dirais. Et une question qui se pose dans ce déséquilibre européen est où est-ce que Poutine s'arrêtera ? Où est-ce que Poutine s'arrêtera-t-il ? On espérait avec Hitler qu'il s'arrête avant, que la guerre ne doive être commencée. C'est une question qui porte vraiment débat. Il est vrai que normalement, dans le présent, avec des institutions internationales comme l'ONU qui peuvent intervenir, il n'y a pas ou peu d'États expansionnistes dans l'actualité. Mais il est vrai que le seul cas où il y a eu une annexion illégale, une violation des accords internationaux et intergouvernementaux, est l'annexion de la Crimée il y a quelques années. C'est bien Poutine qui l'a commandé. Cette annexion de la Crimée, pour sûrement avoir une ouverture vers la mer Noire, pourrait nous mener à penser que l'objectif de la Russie n'est pas de maintenir son territoire comme il est maintenant, mais plutôt d'avoir une expansion et d'avoir accès à d'autres ressources. Cependant, Poutine a peut-être plutôt une volonté de mettre la main, entre guillemets, sur les États frontaliers, de récupérer son influence qu'avait la Russie sur les États qui composaient l'URSS. Mais plus que d'avoir une expansion du territoire russe, il voudrait peut-être avoir des gouvernements favorables dans ces pays. Il a peut-être envahi l'Ukraine parce que c'est des pays qui sortaient de l'influence russe pour entrer dans l'influence américaine. Mais oui, le président ukrainien avant celui qui Zelensky, je crois qu'il s'appelle. Zelensky, oui. C'était un pro-russe, comme au Kazakhstan, comme en Biélorussie. Oui, oui. Si je ne me trompe pas. Et c'est une révolution en 2014, une petite révolution en Ukraine qui a bouleversé l'influence de l'Ukraine ou l'influence de la direction de l'Ukraine à l'Occident. Quoi de plus ? Ah oui, la Biélorussie est un État qui est favorable aux actions de la Russie dans ce conflit russo-ukrainien. Et des actions de la Russie en Géorgie et dans d'autres pays qui étaient avant de l'URSS
nous fait penser que Poutine serait satisfait en ayant des gouvernements favorables à lui dans les pays frontaliers. Dans les anciens pays de l'URSS, à nouveau, c'est une certaine idée passéiste. Une certaine idée passéiste, bien sûr, mais Poutine ne reste pas dans cette idée d'URSS, mais il la supère. Il veut mettre la main aussi sur, ou peut-être pas mettre la main directement, mais avoir des gouvernements favorables dans l'Union européenne et en Amérique du Nord, bien sûr, dans les États-Unis. Il est bien connu que la Russie finance des partis d'extrême droite, d'extrême gauche, mais surtout des partis eurosceptiques en Europe. Étant donné que, comme vous l'avez dit, Salvatore, la Russie considère l'Union européenne comme son ennemi, et l'Union européenne considère la plupart des fois la Russie comme son ennemi aussi. Poutine finance des partis comme par exemple le parti qui se trouve en Allemagne. Je ne trouve pas le nom en ce moment. Je le retrouverai dans quelques secondes. Mais l'objectif sûrement de Poutine est de déstabiliser l'Union européenne. Ça a été le cas aussi en 2016 pour les élections présidentielles aux États-Unis. Vous connaissez tous l'intervention et les cyberattaques qui ont eu lieu en 2016. Oui. Et je précise, il est beaucoup plus favorable à Poutine d'avoir un président avec un caractère fort, comme c'était le cas de Donald Trump, que d'avoir un président qui voudrait lutter contre l'URSS, contre la Russie dans quelques thèmes. Et oui, en effet, c'est ce que j'allais te demander aussi, Mathias, parce que beaucoup dernièrement comparent ce conflit russo-ukrainien avec la Deuxième Guerre mondiale. Et cela du fait notamment des réactions des États occidentaux avec la Russie et sur toute cette manœuvre militaire. Puisque que font les États occidentaux réellement pour freiner Poutine et ses actions, Mathias? Est-ce que cette relation entre États occidentaux et américains est-elle semblable à celle d'Hitler à l'époque dans les années de la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que la situation entre Poutine et Hitler avec les États occidentaux est-elle pareille? Elle est semblable dans beaucoup d'aspects. Et vous n'avez pas tort de le dire. Et c'est une des choses qui inquiète tout le monde, le fait que les États occidentaux pourraient ne pas être en train de réaliser des actions nécessaires ou suffisamment strictes pour punir les actions de la Russie en Ukraine. La politique de l'Occident visant Poutine se base dans ces derniers temps, comme il a été le cas pour les débuts de la Deuxième Guerre mondiale ou la préparation de la Deuxième Guerre mondiale, dans une politique qui vise à apaiser Poutine. Et c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup à la politique d'appeasement de l'Angleterre. Peut-être pas au niveau d'accords munichois ou d'accords de paix entre la France et l'Allemagne, comme c'était le cas dans la fin des années 1930. Mais il est intéressant de dire que il y a quelques années, Angela Merkel, la dirigeante de l'Allemagne, et François Hollande, ancien président de la France, ont signé des accords de Minsk, 2 fois d'ailleurs, les accords de Minsk et les accords de Minsk II, qui étaient à peu près des cessez-le-feu en Géorgie, en Ukraine,
Ils ont essayé de le faire aussi en Syrie avec Poutine. Et c'est par la diplomatie qu'ils ont tenté d'apaiser les volontés parfois brusques et violentes de Poutine. Cependant, ces cessez-le-feu sont non respectés en Ukraine depuis 2015. Ils ont été signés, puis négligés. Ça me rappelle à quelque chose, moi. À quoi? Le front Streza, notamment d'Hitler à l'époque, non? Exactement. Sauf que le front Streza, c'est une alliance c'est une coalition avec l'Italie de Mussolini contre l'Allemagne d'Hitler. Ce serait peut-être plutôt des accords munichois ou du pragmatisme des États occidentaux menés à un extrême. Cependant, il est bien correct de signaler aussi que si il n'y a pas une intervention armée de l'OTAN dans ces moments, c'est parce que l'OTAN ne veut pas, a très peur que la guerre commence, qu'une guerre mondiale commence à nouveau. Et ils ont une volonté de maintenir la paix qui est aussi présente dans la situation en 1938-39. Faut dire que la Russie possède des bombes nucléaires et que un conflit entre des Américains et des Russes, par exemple, opposerait deux puissances nucléaires, ce qui serait extrêmement dangereux. Ça pourrait très mal partir. Et ça rappelle non seulement la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi les tensions nucléaires qu'il y a eu lieu dans la guerre froide. Alors, même si l'OTAN n'a pas pris des mesures militaires pour intervenir en Ukraine, chose que le président Zelensky a reproché aux États occidentaux et que les médias ont peut-être aussi fait. Cependant, l'OTAN et l'Union européenne et les États-Unis ont pris une position contre la Russie et ont appliqué des sanctions économiques importantes, je dirais. Des sanctions qui, pour la plupart des cas, restent à très bien définir. Mais par exemple, pour l'application Switch, qui est une application clé dans Swift. Swift, Swift, qui est une application clé dans les finances mondiales. Ils ont banné la Russie et la population de la Russie n'a plus accès à cette application. Et tous les experts disent que les conséquences économiques et l'impact que cette crise aura dans les prochains temps seront de court terme, de moyen terme et de long terme. Le président Macron a dit il y a peu de temps aussi que cette crise sera très importante pour la population russe, mais aussi pour la population française, tant les sanctions pourraient être strictes. C'est un peu le même déséquilibre qui a été mis en place lors de la guerre mondiale avec Hitler. Ce conflit ne pose pas seulement problème à l'Allemagne ou à la Russie, c'est un déséquilibre mondial et surtout européen. Oui. Et c'est là qu'on se pose la question, est-ce que vraiment Poutine fait cela pour une défense nationale, en sachant que ces sanctions affecteront très négativement sa population? Nous ne le savons pas. Mais lui, certainement, il le sait. Bien Lui, sûr. certainement, il le savait que ces sanctions auraient lieu. Il n'aurait pas mené cette avancée militaire sans prévoir que les États occidentaux allaient le punir financièrement. Mais je m'intéresse sur ce point aux politiques que Hitler et Poutine peuvent avoir en ressemblance, Mathias, parce que je sais qu'il est important de préciser que dans la politique internationale et entre États, il est possible de mener des politiques pragmatistes et donc des politiques qui sont réalistes et qui prennent en compte la réalité et ce qui convient le plus à un État, mais aussi des politiques idéologiques qui prennent en compte l'idéologie, dans ce cas d'Hitler ou de Poutine.
Et donc je voulais savoir, parce que ces deux hommes politiques ont des politiques étrangères très singulières et très propres à eux, à quel point les politiques de ces deux hommes sont-elles comparables, Mathias? Très, très, très pertinente question. Pour Hitler, Hitler était un pur idéologue, on le dira. Hitler avait très peu d'actions et de politique étrangère qui se basaient sur un réalisme. Il y en a, bien sûr. Je dirais par exemple les accords entre l'URSS et l'Allemagne qui ont été une mesure pragmatique pour bien commencer la guerre. Euh, Évidemment, Hitler n'était pas la personne préférée de Staline et le même pourrait se dire à l'envers. Euh, alors, Hitler mène sa politique d'une manière très idéaliste et peu réaliste parfois. C'est aussi un débat pour Poutine parce que on dira que Poutine n'a pas une politique idéologue ou idéologique dans les cas du Venezuela, du Cuba et du Nicaragua. Poutine n'est surtout pas un communiste et ces pays, le Venezuela, le Cuba et le Nicaragua, se disent communistes. Alors il serait très bête pour un idéologue de s'allier à ces pays. Cependant, est-ce qu'on dira vraiment que ces alliances sont des conséquences d'un pragmatisme, ou plutôt est-ce que c'est des conséquences d'une idéologie anti-américaine et anti-américaniste? Il y a une autre partie de l'idéologie de Poutine qui est mise en évidence en Europe par le financement des partis politiques. L'euroscepticisme, pardon. Alors, est-ce que l'anti-américanisme et l'euroscepticisme font partie d'une idéologie? Bien sûr, ce n'est pas une idéologie économique de Poutine, mais est-ce que c'est un élément essentiel de sa politique en tant qu'idéologie, ou est-ce que c'est vraiment une façon de défense de Poutine? Est-ce qu'il croit vraiment au fait que sa sécurité nationale est menacée par les États occidentaux? C'est une autre question qu'on pourra se poser. Je pense que la manière de mener la politique en termes de réalisme et idéologie est différente entre le dirigeant nazi et Poutine, surtout par le fait que je considère que son idéologie économique et son idéologie, sa conception de ce qu'un État devrait être n'affecte pas considérablement sa politique. Il n'a pas de problème à financer des partis d'extrême gauche en Europe, Oui, tant qu'il soit antidémocratique et anti-européen. Et oui, chose qui serait inacceptable pour Poutine et pour Hitler, qui avait une idéologie beaucoup plus marquée lors de ses politiques internationales. Il était anticommuniste, Et oui, bien sûr. en effet. Je pense alors que nous pouvons faire une conclusion sur cette comparaison entre Poutine et Hitler, s'il te paraît pertinent, Mathias. Il me paraît très convenable. Je dirais peut-être, si tu es d'accord, que c'est un peu une exagération dans quelques oui. aspects. Et oui, bien sûr, comme nous l'avons précisé tout au long de notre étude, nous avons ressorti des points communs entre Poutine et Hitler, nous les avons ressortis. Ce qui ne veut pas dire que Poutine et Hitler sont semblables. Nous voulons dire qu'ils ont des points semblables, mais ils ne sont pas semblables, eux, l'un à l'autre. Ils seraient, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dangereux et très impertinent de comparer un nazi génocidaire avec un président du monde actuel dans le XXIe siècle, avec les intentions bien différentes. Je pense qu'il est raisonnable d'avoir peur
d'avoir peur de ce que Poutine peut faire en Europe et de ce qu'il peut faire dans le monde. Je pense que cette peur est justifiable et qu'il y a des traits autoritaires, stricts, violents et même de ruse et de stratégie Eh oui. lors des discours qui nous rappellent et qui nous effrayent, nous rappellent d'une façon très horrible aux dirigeants nazis. Mais comme vous l'avez dit, Salvatore, il y a des différences en tant que Hitler a commis des génocides et Poutine est responsable sûrement de quelques personnes qui ne s'en sont pas très bien tirées, je dirais, mais il n'est pas un génocidaire. Et en effet, pour moi et pour la plupart du monde, Hitler c'est l'incarnation du mal. Et c'est le pire de tous les dirigeants que la Terre ait pu connaître, et c'est le responsable d'un grand nombre de morts. Poutine n'est pas à la hauteur des crimes commis par Poutine, et par Hitler, excusez-moi. Certes, Poutine a commis des erreurs. Certes, Poutine est en train de rappeler vaguement aux dirigeants nazis, comme le fait l'Ukraine, mais je pense que cela est une exagération et une façon d'enlever de la crédibilité à Poutine. Nous ne sommes pas des partidaires de Poutine, bien évidemment, nous ne sommes pas non plus de Hitler, nous ne le défendons pas. Nous avons vu qu'il a des points en commun, mais attention, ne commettez pas l'erreur de mettre l'un à côté de l'autre Poutine et Hitler. Ça serait une erreur et ça serait dangereux. Nous précisons que cette exagération n'est pas une raison suffisante pour attirer votre attention dans le fait que Poutine n'est pas un monstre. Je dirais que on a tous raison et même le devoir d'être effrayé Oui. face à cette crise et qu'il faudra être surveillant dans les prochaines décisions de Poutine et savoir que il serait peut-être convenable de rappeler ce qu'a dit M. Hollande. Poutine ne comprend que des rapports de force. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. On a des raisons pour avoir peur, mais pas pour autant de le comparer à Hitler. Je te remercie Mathias alors de m'avoir invité. J'espère pouvoir revenir très prochainement. Merci beaucoup pour ton opinion experte dans ces thèmes, Salvatore. Je te le remercie beaucoup. Et à vous, chers spectateurs, je vous dis au revoir. Je vous souhaite un bon week-end et j'espère que vous restez connectés des nouvelles qui surgiront dans les jours à venir. Merci d'avoir écouté cette émission du podcast. Cette édition a été écrite, produite et éditée par Salvatore Irlandese et Mathias Anziché. Les extraits audio ont été extraits des médias France 2, BBC et CNN et les bruitages du site lasonothèque.fr.